Bien, bonjour. On va reprendre le cours là où on l'avait laissé la semaine dernière, sur cette diapositive. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, peut-être un tiers du cours d'aujourd'hui, parler de la coévolution entre les microbes et les êtres humains. Et la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, la seconde moitié ou les seconds deux tiers de ce cours, on va commencer à discuter de cas concrets en parlant, je pense, uniquement d'une infection par un virus qui s'appelle le virus d'Epstein-Barr. Donc je vous rappelle ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que depuis que l'homme existe, et même avant l'homme, nous avons, nous, êtres vivants, cohabité avec les microbes de toutes sortes, et que cela a façonné, si on en reste à l'homme, et sur cette diapositive, c'est l'homme moderne, donc les 200 000 ans derniers, les infections diverses, vous avez le nom, malaria, donc paludisme, Helicobacter pylori, ulcère de l'estomac, tuberculose, variole, lèpre, choléra, sida pour la période la plus récente, sont des micro-organismes susceptibles de tuer les êtres humains. Et si nous avons survécu la cohabitation avec ces microbes, c'est que notre système immunitaire a été sélectionné par mutation. Certaines mutations sont bénéfiques et nous permettent de survivre. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais on va voir aussi un peu plus tard, au moins avec un exemple, que les micro-organismes s'adaptent à leur hôte et donc aussi sont capables de résister. Et donc de ce fait, nous évoluons en permanence en parallèle. À côté de la génétique dont on va parler dans un instant, je vous rappelle qu'évidemment, beaucoup d'éléments environnementaux interviennent, comme il s'est écrit ici. La densité de population, c'est du bon sens que si les populations sont denses, évidemment en fonction du degré de contagiosité des microbes, il va y avoir plus ou moins de sujets infectés, que par ailleurs des animaux apportent, sont vecteurs, soit eux-mêmes malades, sans être malades, sont vecteurs de microbes. Pensez aux rats et à la peste, à titre d'exemple. Ces animaux, ils peuvent être donc des rongeurs, je viens d'en évoquer un, mais aussi des animaux domestiques. Donc depuis que l'élevage est apparu, en même temps que l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, cela a certainement modifié considérablement notre écologie microbienne et les infections auxquelles nous sommes soumis. Et dans une période plus récente, l'urbanisation, donc, qui densifie encore plus les populations, a certainement joué un rôle. On peut au moins penser aux mycobactéries et à la tuberculose. Alors comment on peut étudier ces phénomènes d'évolution sur ces aspects génétiques? C'est assez simple sur le plan conceptuel. Si une infection tue un individu avant qu'il ait eu le temps de se reproduire, et si jamais ça se passe à l'échelle d'une population de façon importante, la population disparaît. Donc c'est la base du darwinisme, c'est la sélection à partir d'êtres vivants qui sont naturellement résistants. Ici, dans le contexte où nous discutons à un microbe, à une infection, et les individus résistants parce qu'ils ont une mutation qui leur est favorable en termes de réponse immunitaire, vont être sélectionnés et donner naissance à un plus grand nombre de personnes qui portent la même mutation. Alors, cela dit, ce n'est pas forcément aussi systématique que l'infection provoquant le décès avant la reproduction et la base de la sélection. Ça peut être aussi, de façon légèrement plus subtile, des infections qui entraînent, comme c'est écrit, une morbidité importante, des sujets en mauvais état de santé, et typiquement ce que peut provoquer la tuberculose, la lèpre, certaines infections parasitaires, peut diminuer, même si les individus ne meurent pas, diminuer leur capacité de reproduction, ce qui, in fine, le résultat est le même. Donc, comment on étudie ces phénomènes de sélection? C'est en trouvant les traces au niveau du génome, c'est-à-dire des mutations qui ont été sélectionnées. Schématiquement, on a trois types d'événements de sélection possibles, comme indiqué ici. Sélection négative, ça veut dire si on a un allèle délétère, un allèle d'un gène qui nous rend sensible, particulièrement susceptible à tel ou tel microbe, et qu'on soit en contact avec ce microbe à l'échelle populationnelle, ces allèles vont disparaître. À l'inverse, donc si une mutation apparaît et que cette mutation a un effet bénéfique, renforce une défense immunitaire, elle va être sélectionnée, on va la retrouver chez un grand nombre d'individus d'une population donnée. Mais aussi, on peut avoir quelque chose d'un peu plus subtil, qui est une sélection balancée, c'est-à-dire d'avoir toute une série d'allèles différents, de variants différents pour un gène donné, qui peut avoir un effet bénéfique. On en verra un exemple dans un instant. Donc comment on regarde cela? On regarde ça simplement en séquençant le génome d'individus d'une population donnée, de plusieurs populations, les comparant. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est ce qui est sur cette diapositive. Imaginez que les lignes, de 1 à 14, mais ça peut se faire donc sur des milliers, des dizaines de milliers d'individus, on va séquencer soit l'ensemble du génome, soit des régions particulières qui sont particulièrement polymorphiques, qu'on appelle les single nucleotide polymorphismes, les SNP. Et comme vous savez, je vous rappelle que le génome fonctionne en termes de code génétique par triplet.
les triplets étant codants pour un acide aminé donné. Donc au sein de ces séquences, peu importe de quoi il s'agit ici, c'est juste un exemple pour illustrer mon propos, d'un individu à l'autre, on va trouver des variations. Par exemple, sur ce triplet-là, quel que soit le gène, vous voyez que l'individu numéro 3, il a une guanine en position numéro 3, l'individu numéro 11, il a une thymine, et tous les autres, ils ont une alanine. Une adénine, excusez-moi, on est dans les nucléotides, pas dans les acides aminés, et ainsi de suite. Et parmi ces variations, on peut les classer il y en a de deux ordres. Il y a des variations qui sont neutres, c'est-à-dire que la substitution de nucléotides ne modifie pas le code génétique, c'est-à-dire que le même acide aminé va être produit. C'est souvent le cas des troisièmes nucléotides des codons qui sont souvent n'ont pas d'influence directe sur le code génétique et donc la fabrication de tel ou tel acide aminé. Par exemple, le fait d'avoir ici une guanine au lieu d'une adénine en position 3 de ce triplet-là ne change pas l'acide aminé. Okay, donc c'est une mutation neutre. À l'inverse, marqué en rouge ici, avec un grand N, ce sont des mutations qui vont modifier la séquence. C'est-à-dire qu'on va avoir un acide, la séquence habituelle, c'est, je ne sais pas, par exemple la lysine, et il va y avoir une mutation qui va faire qu'au lieu que la protéine contienne à une certaine position une lysine, il y aura une proline, à titre d'exemple. Donc ça, ce n'est pas du tout neutre, ça change la conformation de la molécule, et peut-être cela va changer sa fonction. Il peut y avoir aussi des variants hors des gènes, des parties codantes, mais ça revient au même, en termes de réflexion. Donc on a des, en anglais, non-synonymous substitution, donc N pour non, versus S. Et donc on peut calculer, pour un individu donné, un gène donné, à l'échelle que l'on veut, le ratio de la fréquence de mutations qui sont neutres par rapport à des modifications qui ont un impact potentiel, n'est-ce pas? Donc si on a une situation où on trouve le rapport entre les mutations qui entraînent une modification du génome est inférieur à 1 en divisant par le nombre de mutations neutres, ça veut dire qu'il y a peu de modifications, pour un gène donné, cela veut dire qu'il y a peu de modifications significatives de la séquence de ce gène, donc il y a eu une sélection négative. Si par contre le ratio est égal à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'influence de l'évolution d'impact des mutations sur l'évolution de ce gène au cours de l'évolution. Et encore une fois, en étudiant au niveau de population, on va pouvoir raisonner en termes d'évolution. Et à contrario, troisième situation, si on va oublier la quatrième qui est marginale, la troisième situation est celle où le rapport entre les mutations qui provoquent un changement de séquence de la protéine sont supérieurs aux mutations neutres. Ça veut dire que le changement ou les changements, globalement, il peut y en avoir plusieurs naturellement pour un gène donné, a pour conséquence que ces mutations ont été sélectionnées, elles sont trouvées plus fréquemment qu'attendues au hasard. Donc situation de sélection positive qui suggère qu'une ou plusieurs de ces mutations ont un effet bénéfique de défense, si on est dans le cadre de sélection par un microbe, de défense contre tel ou tel pathogène. Alors, voilà à quoi on aboutit schématiquement, ici dans le cas des sélections négatives, ici sélection positive et sélection avec diversification d'allèles. Donc mettons de façon arbitraire à nouveau, avant l'événement de sélection. L'élément de sélection, dans ce dont nous discutons, c'est une infection naturellement. Donc chaque ligne à nouveau c'est un individu et mettons un gène donné. Donc on a l'individu numéro 2, il a une mutation à cette position-là, le numéro 4 ici, et ainsi de suite. Si on regarde en théorie donc la situation d'une population après que l'événement soit produit, infectieux dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va trouver très peu de mutations significatives, c'est-à-dire que le rapport dans la diapo d'avant, dn sur ds est inférieur à 1. Donc c'est typiquement une situation de sélection négative. On parle de sélection purificatrice. On élimine les allèles dangereux dans un contexte donné. Il ne faut pas oublier qu'évidemment ensuite les contextes changent, mais un contexte donné d'une infection donnée, mettons pourquoi pas le paludisme ou la peste ou une autre infection grave. À l'inverse, et ceci peut prendre deux formes, de sélection positive, initialement personne n'a une certaine mutation ou une fraction de la population a une certaine mutation et in fine tout le monde a la mutation, même carrément fixée. À l'évidence, ce changement-là, ce cercle rouge représente une modification de la protéine ou d'un élément régulateur de la protéine, peu importe, ça revient au même, qui apporte un bénéfice, donc dans le contexte d'une infection, mettons la peste,
un avantage sélectif de se défendre et de ne pas mourir de peste. Et puis, donc, on a le troisième, on va passer le système polygénique qui est un peu plus complexe et moins parlant. Aller au balancing sélection, c'est une situation où il va y avoir, au niveau de chaque individu, l'apparition de, enfin c'est plutôt marqué ici d'ailleurs, de variants différents qui, à l'échelle populationnelle, apportent un événement de sélection bénéfique. Alors, ce type d'étude a été faite en référence potentiellement à plusieurs pathologies et permettant d'une certaine façon aussi de dater les événements infectieux, quand est-ce qu'ils ont entraîné un événement de sélection de la population humaine. On ne va pas détailler tout ici, mais si on prend le cas du paludisme, dont je vous parlerai en détail dans un autre cours, on peut s'apercevoir que certains variants ont été sélectionnés il y a très longtemps, donc c'est survenu la cohabitation entre Plasmodium, donc les parasites causant le paludisme, et l'être humain est très ancien, et a entraîné des modifications du génome d'un très grand nombre de populations sur toute la planète, et pas uniquement dans une population donnée. Donc ceci a fait que c'est, comme c'est marqué ici, la géographie de la présence de variants est diffuse dans toutes les populations à risque. Donc on verra que pour le paludisme, c'est tout autour des zones tropicales. À l'inverse, par exemple, on peut prendre le cas de la lèpre ici. C'est uniquement qui est une infection un peu plus récente, toute proportion gardée en termes d'échelle historique, ou préhistorique en l'occurrence. On va observer des variants, mais dans une population limitée. On verra un exemple tout à l'heure. Et une situation qui aurait pu, mais qui probablement n'aura pas d'effet de sélection, c'est le sida, donc qui est très récent, l'émergence du sida, et c'est, disons, 100 ans pour à donner un ordre de grandeur. Si on était dans une situation qui prévalait jusqu'au XIXe siècle, où en gros il n'y avait pas de médecine, pour être un tout petit peu schématique, eh bien, il est sûr et certain que la présence du virus du sida entraînerait une sélection des individus résistants au virus du sida. On connaît des individus qui résistent au virus du sida en tout petit nombre, parce que, par exemple, ils ont une mutation qui font que le récepteur qui est présent à la surface des lymphocytes et qui permet la pénétration du virus dans les lymphocytes, eh bien, ce récepteur est absent. Donc, les cellules de ces individus sont réfractaires à l'infection par le virus. Donc, imaginons, de façon, évidemment, là, on est dans la science-fiction, qu'il n'y ait aucune intervention médicale. Il est assez probable, et si on se donne 10 000 ans d'évolution ensuite, que si on regardait dans 10 000 ans, les populations humaines vivantes seraient porteuses de cette mutation qui évite l'infection par le virus du sida. Okay, c'est un exemple de sélection naturelle qui n'aura pas lieu, espérons-le, c'est-à-dire que la médecine persiste. On va aller directement à cela. Aussi une autre façon de dire comment les mutations apparaissent, évidemment par le fruit du hasard, les événements, les erreurs de copie du génome dans les divisions cellulaires dans les gamètes, pour ce qui est de la lignée germinale et de la transmission, mais c'est aussi par les croisements de population, et en particulier des événements qui sont survenus dans la période relativement récente, ici, disons, de 50 000 dernières années, plusieurs travaux, notamment de Luis Quintana Murci, qui travaille à l'Institut Pasteur, montraient que des croisements de population entre notre homme moderne, qui est notre ancêtre principal, avec des humains en principe un peu plus anciens, comme Néandertal, et aussi un autre qui a vécu probablement un peu plus à l'est en Asie, Denisova. Les croisements ont fait que des fragments de génome de ces individus ont été préservés chez l'être humain moderne mais actuel, et que certains de ces événements, on peut montrer qu'ils sont associés à des sélections, et des sélections par des pathogènes. Il y a certains allèles, certains variants de gènes impliqués dans les réponses immunitaires, dans l'immunité innée, si vous vous souvenez le cours de la dernière fois, les gènes qui codent pour les Toll-like receptors, qui sont des récepteurs d'immunité innée. On peut montrer que certains allèles sont présents avec une certaine fréquence dans la population, et que ces allèles proviennent en fait du génome de Néandertal. Okay, donc la sélection a été permise, non pas par apparition de mutations au hasard, mais par croisement entre êtres humains dits modernes et archaïques, Néandertal ou Denisova. Ce qu'on appelle, dans un terme absolument atroce, mais qui est significatif, on comprend ce que ça veut dire, une introgression d'allèles, de gènes, par modification donc, du génome au cours de l'évolution. Donc, si on va ici, la diapo, elle part d'il y a 6 millions d'années, c'est-à-dire la spécification des espèces entre les grands singes, gorilles et chimpanzés, et l'espèce humaine. On a conservé des allèles de gènes, avec des variants près,
et qu'ensuite, à travers des mutations, et donc il y a pu y avoir sélection d'allèles de résistance à tel ou tel microbe, et diversification par introgression. Alors, voici des exemples d'études qui ont été menées et qui montrent ces événements de sélection négative, etc. etc. Les fameux toll-like receptors, dont on a beaucoup parlé la dernière fois et dont je vous reparle, si on prend leurs gènes un par un, numéro 3, 8, 9, 7, 6, 4, 2, ils ne sont pas dans l'ordre, mais pour une raison évidente, qui va vous apparaître tout de suite, et on regarde la fréquence des individus qui ont des mutations délétères. Délétères, ça veut dire soit ils entraînent ce qu'on appelle une mutation stop, ce qui veut dire que le produit, la protéine ne serait pas produite complètement, donc on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de protéine, donc pas de fonction, soit une mutation dite missense, ça veut dire qu'il y a un changement d'acide aminé qui perturbe la fonction de la protéine. Okay, donc vous voyez que si on regarde, on prend une population actuelle d'individus et on séquence leurs gènes TLR3, 8, 9, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que tout événement, si on prend l'hypothèse qui est a priori correcte, que des événements de mutation interviennent avec une fréquence égale partout, dans tout le génome, ce n'est pas tout à fait exact, mais on peut prendre cette hypothèse comme raisonnable, eh bien ça veut dire que les mutations ayant des effets délétères sur la fonction de ces trois gènes ont été éliminées. Donc c'est un exemple d'une sélection par purification, et ça nous indique qu'avoir une fonction intacte des produits des gènes TLR3, 8 et 9 a été essentiel au cours de l'évolution de l'espèce humaine. 3, 8 et 9 codent pour des protéines qui sont présentes à l'intérieur des cellules et qui reconnaissent des acides nucléiques, en gros des virus. Donc sont très importantes pour l'immunité antivirale. A contrario, on ne va pas les passer tous en revue, mais si on prend TLR1 à l'extrême opposé, vous voyez qu'il y a un paquet, pratiquement, enfin paquet ça veut dire 12%, mais c'est quand même énorme, 12% d'individus dans telle ou telle population, dont au moins un gène sur les deux, un allèle, porte une mutation susceptible de bloquer la fonction du produit de la protéine. Donc cela nous indique que TLR1, mais aussi dans une certaine mesure TLR5, vous voyez, il y a une grande fréquence de mutation stop, où il n'y a carrément pas de protéine, ou une protéine toute petite mais qui ne sera pas fonctionnelle. Donc ça nous indique que TLR1, TLR5 ou TLR10 peut-être encore, leurs gènes n'ont pas été impliqués dans des événements de sélection de façon évidente, même si parfois de façon plus subtile, cela est le cas. Donc vous voyez, au sein d'une même famille de récepteurs, si on remonte à leurs gènes, on s'aperçoit que la fréquence des mutations dans la population générale est très différente et qui indique indirectement que ces gènes ont été très variablement impactés par des phénomènes de sélection par des microbes. Okay. Cela se reflète donc là, si on quantifie la sélection négative d'allèles, elle est très forte pour TLR8, 9, 7, les 3 et les 4 qui sont ici, et beaucoup plus importante par contre, enfin la sélection négative est beaucoup plus faible pour les autres. Ça, c'est un exemple. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pour vous parler un instant d'une autre forme de sélection, donc qui est par diversification d'allèles. C'est très important pour le système HLA. Il y a beaucoup de molécules ici, mais le point important, en fait, il est là. C'est le fait, comme vous le savez déjà, que les molécules HLA sont les molécules qui présentent les antigènes aux lymphocytes T, et donc qui sont essentielles à l'immunité adaptative, aux réponses très précises des lymphocytes T et indirectement des lymphocytes B à tel ou tel microbe. Eh bien, nous savons que si nous regardons la séquence des gènes qui codent pour les molécules HLA, ici c'est HLA de classe 1, HLA A, HLA B, HLA C, c'est la même chose pour les molécules de classe 2, DR, DQ, DP, d'un individu à l'autre, il y a une grande variabilité. En fait, il y a toute une série d'allèles. Donc, il y a en fait, au sein de la population, des milliers, même des dizaines de milliers d'allèles différents. Et cette variabilité a été maintenue dans l'évolution. C'est ce qu'on appelle la sélection balancée. C'est une mauvaise traduction de balanced selection en anglais, qui indique à l'échelle populationnelle le fait d'avoir des molécules un peu différentes est un avantage sélectif, probablement parce qu'elle augmente à l'échelle de la population, pas de l'individu bien sûr, mais elle augmente la probabilité que l'on puisse reconnaître, que nos lymphocytes T puissent reconnaître toutes sortes de peptides issus des microbes. Donc augmente la probabilité que tel ou tel individu, au moins dans une population, puisse se défendre efficacement contre un microbe donné. Et ce qui est vrai pour les molécules HLA elles-mêmes est vrai pour d'autres molécules qui sont impliquées indirectement dans cette présentation d'antigènes, par exemple des enzymes, juste un exemple, il y en a d'autres, mais ERAP1 et ERAP2 qui coupent les protéines en petits morceaux. Vous voyez, les billes bleues sont des acides aminés de protéines, issus de protéines, de telle manière que les petits morceaux puissent être présentés en s'associant aux molécules HLA.
Et donc une variabilité d'efficacité de ces systèmes aussi modifie la présentation d'antigènes et a été sélectionnée au cours de l'évolution. Alors, si on regarde maintenant à l'échelle populationnelle, et justement je vais vous montrer un exemple en quoi un événement de sélection peut survenir en fonction du lieu d'habitation d'individus, mais en point de départ, cette diapositive résume ce que l'on sait aujourd'hui de l'évolution de l'homme moderne, qui est par étapes probablement séries successives de migrations, comme vous le savez, provient d'Afrique de l'Est, entre 100 et 200 000 ans. Ces individus ont progressivement colonisé l'Afrique, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et par extension l'Europe, l'Asie, l'Amérique, etc., etc. Je vais y arriver. L'Océanie, merci, l'Australie, mais on ne va pas oublier la Nouvelle-Zélande, un peu plus loin, c'est encore un peu plus long. Et ce qui est intéressant, c'est la zone hachurée, en bleu, qui est la zone où habitait Néandertal. Donc c'est dans cette période-là, environ il y a 40-50 000 ans, que l'homme dit moderne a pu se croiser avec Néandertal et aussi Denisovan, dans cette région-là probablement, et qu'il y a eu les phénomènes d'introgression dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on peut suivre ces populations. En fait, si on compare une population australienne avec des populations africaines ou européennes, évidemment, ces populations se sont séparées, même si depuis il y a eu des croisements de temps en temps, mais statistiquement, ces populations se sont séparées. Donc on peut éventuellement mettre en évidence un événement de sélection qui est présent dans les populations qui ont initialement habité l'Australie. Je ne parle pas des Britanniques qui sont venus au XIXe siècle, c'est une autre affaire, mais des aborigènes qui habitent depuis 40 000 ans, peut-être un peu moins, l'Australie, n'est-ce pas, comparé à une population d'Amérique du Nord qui sont arrivés vers 15-30 000 ans, etc., etc. Alors, un exemple très précis et beaucoup plus récent, il y en a plein dans la littérature, que je trouve assez illustratif et assez clair, à vrai dire, à propos de la peste. Comme vous savez, la peste a tué massivement les populations dans tout le Moyen-Âge. Je le rappelle parce que je crois que je l'ai dit la semaine dernière, au XIVe siècle, en France, on estime qu'un tiers de la population est morte de la peste. Et donc ici, on a la situation où il y a une population qu'on appelle les Roms avec 2 R, qui habitent le nord de l'Inde, et une fraction de ces... En fait, ce sont des gens du voyage. Mais Roms, 2 R, hein, pas les Roms habituels. Cette population, une partie d'entre eux ont migré environ il y a 1000 ans, quelque part en Roumanie. Donc on a 3 populations ici qui sont étudiées, des Roms qui habitent toujours l'Inde du Nord, qui sont donc en gros avec le même patrimoine génétique initial que les Roms qui ont migré en Roumanie et qui restent relativement homogènes dans leur population, qui se croisent peu, et des gens qui habitent la même région en Roumanie, donc des Roumains. Okay, donc, l'étude qui est indiquée ici a comparé des variations de gènes impliquées dans les réponses immunitaires en comparant la même population qui est restée en Inde et qui a migré il y a 1000 ans, et la population roumaine qui habite la même région que ces gens qui ont migré. Et si on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a eu une sélection positive d'allèles après la migration dans le cluster de Toll-like récepteurs. On y revient, il a été particulièrement étudié, en l'occurrence d'un cluster de gènes parce qu'ils sont situés l'un à côté de l'autre, 1, 6, 10. Et je vais vous montrer les données fonctionnelles dans un instant, excusez-moi, on va revenir en arrière pour vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'on va trouver que ces 2 populations qui cohabitent vont être plus proches pour Toll-like récepteurs, 1, 6 et 10, en termes d'allèles, de variants, que la population Rom habitant la Roumanie comparée à la population dont ils sont originaires. Donc il s'est passé un événement ici en Roumanie qui a permis de sélectionner des allèles rares présents dans cette population qui a migré et pas ceux qui n'ont pas migré. Et très probablement, c'est très difficile à prouver avec certitude, mais compte tenu de l'histoire et compte tenu de la fonction des gènes, on va parler dans un instant, l'événement de sélection qui a fait qu'ici, les individus qui sont présents ont un certain allèle qui n'est pas présent au niveau de la même population mais en Inde, c'est qu'ils ont été soumis à la peste. Et donc ceux qui ont résisté ont ceux qui ont sélectionné des allèles de résistance, mais eux n'ont pas eu à sélectionner d'allèles de résistance parce que la peste a probablement peu touché cette région de l'Inde. Donc, et ceci est illustré fonctionnellement, même si ce n'est pas très fortement visible, mais on peut étudier au-delà de la séquence des gènes la fonction des protéines issues de ces gènes. Et on peut montrer que
si on prend l'allèle qui est présent donc, chez les Roumains et les Roms qui ont migré, n'est-ce pas? Donc il s'agit ici de TLR6, comparé à l'allèle de TLR6 qui est présent chez les Indiens, les Roms indiens qui sont restés en Inde, et on regarde chez ces individus leur capacité de produire certaines substances inflammatoires comme l'interleukine 8. Donc vous allez me dire que les différences ne sont pas énormes, elle est significative. C'est-à-dire que les individus qui portent l'allèle TLR6 249, peu importe, ils vont mieux répondre, ils vont produire plus d'IL8 que les individus qui sont en Inde, qui sont restés en Inde et qui appartiennent à la même population rome. Donc ça, même si ce n'est pas une différence majeure, en gros il y a un facteur 1 à 1,5, c'est un événement hautement significatif et qui indique une sélection. Et on le retrouve en mesurant à côté de l'IL8 une autre cytokine pro-inflammatoire, l'IL6, d'ailleurs la différence est plutôt plus forte. Et ici, si on regarde TLR1, donc qui est juste à 1, 6, 10, je veux dire que c'est globalement 3 gènes dont des allèles ont été co-sélectionnés. Vous voyez que, idem pour l'IL6, induit par l'activation de TLR1, oups, excusez-moi, je suis allé en arrière, voilà. Vous voyez qu'il y a une différence significative entre les homozygotes, donc qui portent les 2 allèles roumains ou population rome vivant en Roumanie, comparé aux homozygotes indiens restés en Inde. Donc cet événement, même s'il apparaît relativement peu spectaculaire, est une démonstration d'un événement de sélection qui a toutes les chances d'avoir été lié aux épidémies de peste il y a 600, 700, 800 ans. Donc événement de sélection, mais sur une période très courte, quelques centaines d'années ici. Ce n'est pas 20 000 ans ou 30 000 ans, c'est quelques centaines d'années. Alors on peut, d'une manière générale, il y a beaucoup de travaux en cours actuellement qui cherchent à relier les variants du génome, donc, qui sont déterminés par la séquence du génome des individus, à des notions fonctionnelles, comme je viens de vous le montrer à l'instant, mais de façon plus systématique et pas uniquement sur quelques gènes. Par exemple, voici un travail qui a été publié récemment, qui est très joli, où ont été comparés des individus d'origine européenne, des individus d'origine africaine, centrale, d'Afrique subsaharienne, et de ces individus, d'une part, on a séquencé leur génome schématiquement, d'autre part, on a isolé du sang des monocytes, des macrophages, et on a stimulé ces monocytes et des macrophages avec 2 bactéries, l'Listeria, qui, comme vous savez, peut donner des méningites chez les nouveau-nés, par exemple, et Salmonella, qui donne la typhoïde, les diarrhées, c'est une infection grave. Donc on les a stimulés in vitro par ces bactéries, on a regardé toutes sortes d'événements biologiques, dont par exemple la capacité de ces macrophages à tuer les bactéries, donc en fonction du temps, et tout ceci corrélé avec l'expression de gènes. Et quand on fait ça, on peut éventuellement relier des éléments génétiques, donc de séquences du génome, avec des fonctions. Par exemple, si on a un variant SNP1, SNP c'est Single Nucleotide Polymorphism, donc c'est un variant du génome quelque part, peu importe quel qu'il soit. Donc vous voyez, on a ici un variant qui a une position donnée, soit on a une guanine, soit une adénine. Donc il y a des individus qui vont être homozygotes GG, des individus hétérozygotes GA et des individus homozygotes AA. Et on regarde si, en fonction du fait que les individus sont GG, GA ou AA, ils ont une expression de gène différente ou une fonction de gène différente. Et dans le cas présent, vous voyez que c'est tout pareil. Donc clairement, cette variation dans le génome, elle n'a pas apparemment d'impact fonctionnel, en tous les cas dans ce qui a été regardé. Deuxième exemple, par contre, ici, on a le variant GG, encore une fois, peu importe, est associé, mettons, à une expression d'un gène assez faible, mais ça pourrait être une fonction, comme on va le voir après. Le GA, c'est un peu plus fort, et quand on est AA, on exprime beaucoup mieux le gène. Donc ça veut dire que dans cette position-là, du génome, alors ça peut être dans un gène ou hors d'un gène, dans un élément régulateur, on a déterminé un polymorphisme, une variation qui a un impact, puisque cela modifie l'expression d'un gène. Alors dans le cas présent, c'est une étude faite steady state, c'est-à-dire en position de non-stimulation. Si on revient à la situation initiale, mettons on prend des macrophages, on regarde l'expression de gènes, mais on ne stimule rien du tout. Donc c'est le profil d'expression de gènes de macrophages avant d'être infecté. Okay, donc, et on observe cela. Autre situation, en jaune ici, où lorsqu'on est en situation basale au repos avant d'infecter les macrophages par des bactéries, il n'y a pas de variation d'expression du gène, ou de fonction, ce que vous voulez, entre le fait d'être GG, GA ou AA. Par contre, on stimule
macrophages avec, mettons, la salmonelle. C'est ce qui a été fait dans le travail expérimental dont vous allez voir les résultats ensuite. Et vous voyez que, paf, ça change. Donc ça veut dire que le fait d'être AA dans une certaine position du génome a un impact sur l'expression d'un gène quand des cellules sont activées par une bactérie. On peut le généraliser à d'autres fonctions, mais c'est ce qui nous intéresse ici. Donc ça veut dire qu'on met le doigt, à travers cette étude génétique, en la corrélant avec une fonction, on met le doigt sur une position du génome qui est importante fonctionnellement, et une position par ailleurs qui a un polymorphisme, donc qui peut-être, pas forcément, a été soumis à sélection. Et quand on fait ce travail, donc je reviens, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, le travail réel a été fait avec 175 individus, européens ou africains. Et quand on compare, alors la capacité des macrophages, statistiquement, en population, ce n'est pas à l'échelle individuelle, de se débarrasser de listeria ou de salmonelle, vous pouvez voir que la population d'origine européenne est moins, statistiquement, les macrophages des Européens sont moins efficaces pour se débarrasser de listeria. Moins, quand ça descend, c'est qu'il y a de moins en moins de bestioles, de bactéries au sein des cellules des macrophages. Vous voyez que les rectangles verts correspondant aux populations africo-américaines, il y a aussi des Américains noirs. Vous voyez que ça descend, donc ils sont mieux armés pour se débarrasser de l'hystéria, si vous voulez, comparé aux Européens. Et pour salmonelle, la différence est moins franche, mais il y a une petite différence. Et donc on peut corréler ce type de fonction à des variants, selon le principe qui est indiqué ici, mais pas sur un variant, sur des milliers de variants dans le génome. Donc ça devient un travail plus complexe, mais on peut relier, donc encore une fois, les variations du génome aux fonctions, soit des variations au niveau du gène lui-même, soit à distance. Et là, pour l'hystéria, par exemple, on a toute une série de gènes, vous avez les noms baroques qui apparaissent ici, soit avec un effet en 6. En 6, ça veut dire que c'est à l'état basal, en gros, schématiquement. Ou en trans, c'est-à-dire c'était... je me suis trompé de sens. C'est par exemple ce qui a été mis en évidence ici, un effet souvent de stimulation. Donc il y a toute une série de gènes dont les variants sont responsables de cette différence fonctionnelle. Donc on a des signatures d'adaptation qui montrent que les populations africaines et les populations européennes se sont différenciées en termes de contrôle d'infection, parce qu'elles n'ont pas été dans le même environnement, et que probablement, si on considère les populations africaines, elles ont dû être soumises à une pression de sélection, soit directement par ces bactéries-là, soit par d'autres bactéries, mais à l'égard desquelles les réponses immunitaires sont du même type. Donc ainsi, petit à petit, on peut retracer l'histoire de l'évolution, de la coévolution entre les microbes et les êtres humains. Une façon un peu différente de raconter la même histoire. Ici, vous avez un allèle, A ou G, peu importe, l'allèle A, comme vous le voyez, il est très rare, enfin un tiers de la population européenne, et par contre, il est très fréquent, presque toute la population africaine et toute la population de l'Asie du Sud-Est. L'allèle vert, je n'arrive pas à lire si c'est C ou G, mais ce n'est pas grave, je pense que c'est C, peu importe à la limite. Vous voyez que l'allèle C, il est présent chez 2 tiers des Européens, il est absent chez les personnes qui habitent l'Asie du Sud-Est et pratiquement absent en Afrique. Cet allèle, il est situé à proximité du gène qui code, on y revient encore, le TLR1, donc un des toll-like récepteurs impliqués donc, dans l'immunité innée. Et cet allèle, vous voyez que la distribution est très très différente entre les populations. Ça peut éventuellement être lié au hasard, que ce soit juste ce qu'on appelle les mouvements de drift, de dérive génétique. Le plus probable, c'est que ces grandes différences entre populations qui habitent à distance aient été déterminées par des événements infectieux et de sélection. Et si on prend TLR1, c'est cette image un peu compliquée, mais l'allèle en question, donc à côté du gène TLR1, est situé sur le chromosome 4. Vous avez la distribution de tous les chromosomes, là, numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5. Et on peut montrer, par les variations du type que j'indiquais tout à l'heure, que cette modification d'allèle impacte sur la fonction de gènes qui sont situés à peu près partout. Sur le chromosome 4 lui-même, 5, 6. Chaque fois qu'il y a une ligne verte, c'est-à-dire que de façon corrélative, la présence de l'allèle C en cette position 574, 36, 18 sur le chromosome 4 impacte l'expression de gènes situés sur le chromosome 5, 6, 7, etc., etc. Donc il y a un lien, un réseau d'événements qui probablement sont coordonnés et jouent un rôle dans l'immunité anti-infectieuse, donc peuvent être sélectionnés au cours de l'évolution.
Donc on a un effet en trans, à distance, vous voyez, puisque d'un allèle qui est codé quelque part sur le chromosome 4, on peut avoir un effet sur le chromosome 14, donc on ne peut pas être plus à distance, évidemment, qui lie TLR1 et l'expression de multiples autres gènes, et ceci impliquant des différences qui sont majeures, comme vous pouvez le voir ici, entre différentes populations, qui montrent qu'il y a une adaptation, non pas de toute l'espèce humaine, mais locale, ici peut-être des Européens, à tel ou tel événement infectieux, même si on ne peut pas dire lequel dans ce contexte. Mais ce sont les méthodes actuellement utilisées et qui se développent de façon assez forte ces temps-ci, qui permettent progressivement d'avancer dans la compréhension précise des événements génétiques et leurs corollaires fonctionnels impliqués dans l'évolution de l'espèce humaine, si on s'intéresse à l'homme, en fonction des micro-organismes avec lesquels ils cohabitent. Mais je vous ai dit tout à l'heure, et je vais vous le montrer à travers un exemple, notre génome évolue en fonction de contact avec les micro-organismes, mais le génome des micro-organismes évolue à notre contact. Donc les événements de sélection, ils sont dans les deux sens. Chacun cherche, entre guillemets, évidemment ce n'est pas volontaire, c'est de la pure sélection. Il y a une sélection pour les êtres humains qui résistent le mieux à tel ou tel microbe, mais il y a une sélection pour tel ou tel microbe qui résiste le mieux à la défense immunitaire. Donc c'est une guerre permanente qui se poursuit. Exemple avec la peste, un travail qui a été décrit récemment. Si on séquence le génome du bacille de la peste, qui a été prélevé chez des individus à différents temps, évidemment, dans l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a eu des événements d'évolution du génome du bacille de la peste qui sont survenus il y a environ 5000 ans, qui ont changé la pathogénicité de cette bactérie. C'est un travail qui a été publié il y a maintenant 2 ans dans la revue Cell. En pratique, qu'est-ce que ces auteurs ont fait? Ils ont réussi à prélever et à séquencer le génome du bacille de la peste sur des cadavres d'individus sur toutes ces régions. Vous voyez, ça va ici du sud de la Pologne, ici je ne sais jamais si c'est la Lituanie, l'Estonie ou la Lettonie, c'est un des 3 Pays-Bas, si quelqu'un peut me dire. Personne ne connaît bien la géographie des Pays-Bas, pardon. Bon, bref. Ici, on doit être quelque part dans le Kazakhstan ou pas loin. Bon, je ne vais pas m'aventurer trop dans la géographie, mais en tous les cas, donc dans des lieux différents et avec des dates qui sont estimées d'ancienneté de ces cadavres. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a 5000 ans, donc 3000 ans avant notre ère, il y a eu des évolutions de certaines séquences du génome, on ne va pas entrer dans les détails, mais dont on sait qu'ils correspondent à des gènes qui sont impliqués dans la virulence du bacille. Okay. Donc en gros, avant 5000 ans, il y avait un bacille de la peste ancestral, ancien, relativement peu pathogène, et il y a eu un ou des événements qui sont survenus, en gros, il y a 5000 ans, qui ont modifié le bacille de la peste, qui lui a permis de devenir plus pathogène et d'être responsable des pandémies qu'on a connues, encore une fois, jusque dans les périodes relativement récentes, il y a quelques centaines d'années. C'est un travail qui est une sacrée prouesse, parce qu'arriver à déterminer, à séquencer les bactéries, comme vous voulez dire, à partir de dents de cadavres. C'est sur l'ADN des bactéries est persisté sur les dents des cadavres datant de toutes ces périodes, dans tous ces lieux de l'humanité. Donc, c'est de telle manière, en fait, qu'une situation qui était endémique, donc infection contagieuse, certes, est devenue pandémique, c'est-à-dire d'atteinte massive de population, et avec des effets délétères majeurs, puisqu'un taux de mortalité élevé. Donc ça, c'est un magnifique exemple, si je peux dire magnifique, parce que ce n'est pas évidemment non plus tout à fait sympathique en termes de conséquences, mais c'est un magnifique exemple en termes d'évolution, comment des événements de mutation du bacille l'ont rendu hautement pathogène et ont provoqué les pandémies que l'on sait dans l'espèce humaine. Et à contrario, donc, on a vu tout à l'heure avec la comparaison des Roms qui ont migré en Roumanie et de ceux qui n'ont pas migré en Roumanie, que l'espèce humaine s'est aussi défendue et a sélectionné des gènes codant pour des protéines pour résister à ce bacille. Donc, c'est le contre-exemple de la lutte permanente entre le microbe et l'hôte, en l'occurrence l'espèce humaine. Voilà. Les conséquences de tout ça, c'est que les choses évoluent et que tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'était l'évolution naturelle. En gros, avant qu'il y ait une intervention de l'homme à travers la médecine. Et la situation, depuis quelques 100 ans, 150 ans, et surtout au cours des 50-60 dernières années, a radicalement changé. Et donc on ne peut plus parler d'évolution naturelle, je l'ai déjà mentionné à propos du sida. L'évolution naturelle, c'était que tel ou tel pathogène avait ses hauts et ses bas en fonction
donc de sa virulence, de sa capacité d'infecter et de sa capacité de contourner les défenses immunitaires, avec des périodes de poussée, par exemple de pandémie, de peste ou d'autres micro-organismes. Et au niveau humain, ceci avait pour conséquence une espérance de vie qui est restée relativement basse jusqu'au XIXe siècle, faute de moyens de défense que naturels contre les micro-organismes. Et puis la médecine est apparue, l'hygiène, les vaccins, les antibiotiques, si on raisonne en médecine des maladies infectieuses, qui font que l'espérance de vie a brusquement, rapidement grimpé, et qu'à l'inverse, la fréquence des infections, des maladies infectieuses, même si on ne la connaissait pas dans les temps anciens, mais on peut faire l'hypothèse assez simple qu'elle a chuté. Elle n'a pas complètement disparu, comme on sait, on l'a vu dans le cours de la semaine dernière, mais elle a chuté. Et un point intéressant de cette affaire, c'est que cela est parallèle, plutôt parallèle en situation inverse, en miroir, avec l'émergence probable, même si les données statistiques sont plus solides dans les années récentes qu'elles n'étaient il y a 60 ans ou il y a 100 ans, c'est l'émergence des maladies dis-immunitaires, c'est-à-dire l'allergie, l'inflammation et l'auto-immunité. Donc, de manière schématique, moins on a de maladies infectieuses, plus on a de maladies auto-immunes, de maladies allergiques et de maladies inflammatoires, comme si c'était le prix à payer. C'est ce qui est évoqué souvent sous le terme de théorie de l'hygiène. Pour l'instant, on n'a pas de support moléculaire, mais on peut montrer qu'il y a des notions génétiques qui en partie l'expliquent. Je vais vous indiquer ça pour terminer cette partie du cours. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la période récente, qui est d'une certaine façon, comme on va le voir, une relative désadaptation ou inadaptation entre notre génome qui a été sélectionné au cours des 200 000 dernières années, entre autres, pour résister à des microbes, donc pour vivre dans un milieu infectieux, entre guillemets, hostile, et la désadaptation entre cette situation qui prévalait, mettons, il y a 50 000 ans, ou encore il y a 10 000 ans, ou même il y a 2000 ans, et la situation moderne, où nous ne sommes plus dans le même environnement. Le risque que nous soyons infectés demain par le bacille de la peste est très faible, et même si on l'était, on prendrait des antibiotiques et on guérirait très vite, et ainsi de suite. Et donc, une situation où notre environnement microbiologique a complètement changé, mais notre génome, il n'est pas adapté à notre environnement actuel, il est évidemment adapté à l'environnement plus ancien, puisque le génome, la sélection des événements n'est pas aussi rapide, même si on en a vu quelques éléments en termes de centaines d'années tout à l'heure avec la peste. Il y a donc un décalage entre les signatures de notre génome adaptées à notre passé et la situation actuelle. Je vais vous montrer en quoi cela peut contribuer à l'émergence de maladies inflammatoires auto-immunes. Vous avez ici, vous pouvez lire les noms de maladies. Ça, c'est ça va mal en français, rectocolite hémorragique, la sclérose en plaques, arthrite rhumatoïde, les sclérodermies, maladies de Parkinson même, les maladies inflammatoires de l'intestin, donc des maladies, sauf par le Parkinson qui est à part, mais pour les autres maladies, ce sont des maladies auto-immunes inflammatoires. Et qu'est-ce qui est indiqué ici? C'est le fait qu'en horizontal, c'est le caractère statistique de lien entre des allèles de tel ou tel gène. Chaque trait, c'est un gène. Et en ligne verticale, c'est la fréquence où on retrouve ces allèles associés à telle ou telle maladie. Et on s'aperçoit que des allèles qui ont été sélectionnés dans notre évolution parce qu'ils nous étaient favorables pour nous défendre contre les infections favorisent la survenue, par exemple, de rectocolite hémorragique ou de sclérose en plaques ou d'arthrite rhumatoïde ou de sclérodermie, peut-être aussi maladie de Parkinson, c'est une autre discussion en termes d'étiologie, ou de maladies inflammatoires de l'intestin. Donc autrement dit, on a l'évolution a sélectionné des allèles, si je veux dire les choses de façon simpliste, à sélectionner des allèles permettant des réponses immunes fortes, efficaces contre tel ou tel micro-organisme, tel ou tel virus, telle ou telle bactérie. Mais ces allèles qui permettent des réponses immunes fortes donc provoquent plus d'inflammation, et plus d'inflammation peut vouloir dire éventuellement des maladies inflammatoires. Donc ceci illustre ce concept de désadaptation entre notre génome et notre environnement. Il faudrait que notre environnement soit beaucoup plus sale en termes de micro-organismes pour que ces maladies soient moins fréquentes, ou bien que notre génome évolue, ce qui est une autre affaire. Voilà, on va s'arrêter là pour ce cours, je vais passer ça, et sinon je vais être trop long, et je voudrais qu'on puisse parler
du virus d'Epstein-Barr, donc qui est le premier exemple dont je voulais discuter comme illustration des principes généraux dont on a surtout parlé la semaine dernière et un peu aujourd'hui sur les relations entre hôtes et micro-organismes et la genèse de maladies infectieuses. Donc j'ai pris quelques exemples. Le premier, pour ce cours-ci, c'est le virus d'Epstein-Barr, et il y en aura d'autres ensuite dans les prochains cours. Donc ça, c'est le plan de ce dont je vais vous parler. Le virus lui-même, sa biologie, la réponse immunitaire et des événements spécifiques. Qu'est-ce que c'est que le virus d'Epstein-Barr? Donc c'est un virus qui fait partie de la famille des virus herpès. C'est le numéro 4 de la famille, HHV4, sachant que les autres dans la famille, il y a beaucoup de virus que vous connaissez. Herpès simplex, tout le monde connaît le virus de l'herpès, le virus de la varicelle, le cytomégalovirus, le virus syndrome de Kaposi et quelques autres. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le numéro 4. Il a été découvert en 1964, donc ça fait un peu plus de 50 ans. C'est un virus qui a schématiquement cette forme. Il est encapsidé, ça veut dire que son matériel génétique est entouré d'une capside protéique, et il contient de l'ADN sous forme double brin. Les virus sont très variables en termes de contenu génétique. Il y en a ARN, ADN, simple brin double. Lui, il a double brin. Il a environ 100 gènes. Donc ça, c'est minimum d'informations sur le virus. Ce virus, il provoque une maladie que vous connaissez, qui s'appelle la mononucléose infectieuse. Je vais vous en donner quelques éléments sur la diapositive suivante. Une maladie très connue qui touche en particulier les adolescents. Un point très particulier, intéressant et important, et une caractéristique de ce virus, c'est qu'une fois qu'on a été infecté par ce virus, on le conserve pour toute sa vie. Si on vous testait pour savoir si vous avez des anticorps contre ce virus, ou même si on cherchait directement la présence de virus dans vos globules blancs, on verrait que 9 sur 10 d'entre nous sommes porteurs, à l'âge adulte, sommes porteurs de ce virus. Donc nous vivons en permanence avec ce virus. On est infecté à un âge variable, en règle dans l'enfance, rarement à l'âge adulte, mais pratiquement toute la population est porteur de ce virus, avec des conséquences variables, comme on va le voir. Donc la mononucléose infectieuse, c'est l'expression classique de cette maladie chez des sujets qui ont un système immunitaire normal. On l'appelle parfois la kissing disease, parce que le virus, on l'attrape par les bisous. Et donc c'est une maladie, de ce fait, qui touche souvent les adolescents, qui se caractérise par de la fièvre, une angine, la fatigue. Ça dure longtemps, 2 à 6 semaines. Et de façon assez intéressante, cette maladie donc, qui touche les adolescents, on ne la trouve pas chez les jeunes enfants. Il arrive que des enfants entre 0 et 4 ans, évidemment, soient infectés pour une raison ou une autre, mais presque toujours, les jeunes enfants, lorsqu'ils sont infectés par le virus d'Epstein-Barr, ne sont pas malades. Donc ils n'ont pas de fièvre, pas d'angine, pas de fatigue, etc., etc. Donc la maladie est, comme on dit, asymptomatique, absence de symptômes. Une caractéristique de cette maladie, j'en dis un mot parce qu'on va en reparler en immunologie, qui en permet souvent le diagnostic, c'est si on fait un frottis sanguin, voilà un frottis sanguin avec les globules rouges agglutinés, peu importe, mais si on regarde les globules blancs, il y a beaucoup de globules blancs qui ont cet aspect, beaucoup plus gros que les globules blancs classiques, que les lymphocytes classiques qui sont présents dans notre sang. Ça, c'est un lymphocyte classique, petit lymphocyte avec très peu de cytoplasme. Avec le cytoplasme est beaucoup plus large, le noyau aussi est plus gros et a une densité différente. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome mononucléosique, d'où le fait que la maladie s'appelle mononucléose infectieuse. Et en fait, ça correspond, on va y revenir, à des lymphocytes activés. Donc c'est la marque d'une réponse immunitaire dans le sang. Voilà. Alors ce virus, si on entre un peu plus dans les détails biologiques, comme tous les virus, il doit pénétrer dans des cellules pour se répliquer. C'est la définition des virus. Ils ont besoin du milieu cellulaire pour répliquer les particules virales et infecter d'autres cellules. Comment le virus d'Epstein-Barr rentre dans les cellules? C'est en se fixant sur un récepteur qui s'appelle CD21, donc une molécule membranaire. Et où est présente cette molécule? À la surface des lymphocytes B. Autrement dit, le virus d'Epstein-Barr est un virus qui infecte le système immunitaire, et spécifiquement les lymphocytes B, c'est-à-dire les cellules qui produisent des anticorps. Ça, c'est une caractéristique majeure. Donc, comment ça marche? Le virus se fixe avec, il a une glycoprotéine d'enveloppe qui est très grosse, qui se fixe sur CD21 avec plusieurs liaisons, avec réarrangement membranaire et qui va entraîner une signalisation et surtout l'internalisation du virus. L'autre élément extrêmement important de ce virus, c'est qu'une fois que le virus a pénétré dans une cellule, comme un lymphocyte B, il peut faire 2 choses. Et ça, c'est un problème pour le système immunitaire. Ça, c'est une particularité de ce virus. Soit il fait comme tous les virus, c'est qu'il va tuer la cellule. Enfin, pas tous les virus. La grande majorité des virus, virus de la grippe par exemple, virus de la rougeole,
et d'autres, lorsqu'une fois ils infectent une cellule, ils vont tuer la cellule. Et ils vont la tuer en même temps qu'ils répliquent tout leur matériel génétique, qu'ils produisent toutes les protéines virales, et donc ils sont capables de fabriquer de nombreuses particules virales qui vont les infecter d'autres cellules. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le contexte du virus d'Epstein-Barr le cycle lytique, puisque ça provoque la mort de la cellule, où il y a toute une série de gènes du virus, je vous rappelle qu'il y a une centaine de gènes, qui sont exprimés. Donc c'est une caractéristique du virus d'Epstein-Barr qui est partagée avec beaucoup d'autres virus. Pas tous, mais beaucoup. Mais ce virus, il est entre guillemets malin, parce qu'il a une deuxième façon d'agir, qui est le cycle dit latent, où seulement, comme on va le voir dans un instant, certains parmi les 100 gènes, il va y en avoir qu'une dizaine à peu près qui sont exprimés. Et la conséquence de cela, c'est que le virus ne va pas être capable de produire de nouvelles particules virales, donc il n'y a pas d'infection d'autres cellules, mais par contre, cela va considérablement modifier le comportement des cellules. Et le comportement des cellules va être d'activer les lymphocytes B infectés, de les forcer à se diviser, et donc là où il y avait, mettons, un lymphocyte B infecté, 2 jours plus tard, il y en aura, mettons, 8, et une semaine plus tard, il y en aura 1000, et si la réponse immunitaire n'agissait pas, 15 jours plus tard, il y en aura 100 000, et un mois plus tard, il y en aura peut-être 100 millions. Donc c'est une espèce de cancer, si vous voulez, mais qui n'est pas au sens propre un cancer, parce qu'il n'y a pas d'oncogène qui soit activé, mais les lymphocytes B infectés par le virus d'Epstein-Barr, donc soit ils meurent, cycle lytique, et on libère des particules virales qui infectent d'autres cellules, soit les lymphocytes B ne sont pas tués, mais vont se mettre à se diviser de façon anarchique. Donc le système immunitaire, il a un sacré défi pour éviter qu'on meure d'une infection par le virus d'Epstein-Barr, c'est qu'il faut contrôler le virus dans ses deux fonctions. Sa fonction de production de particules virales, classique, encore une fois, partagée avec de nombreux virus, mais aussi cette capacité de transformer, c'est le terme consacré, des lymphocytes B en cellules proliférantes. Il faut bloquer tout ça. Okay. Donc c'est encore une fois un sacré défi. Alors ce qui se passe, l'infection, elle a lieu essentiellement dans les organes lymphoïdes, ce qui est logique, puisque ce sont les lymphocytes B les cellules cibles, donc les ganglions lymphatiques. Et l'infection, comme elle se fait habituellement par l'oropharynx, ce sont les amygdales et les ganglions au niveau du cou. Et si on fait une coupe de ces ganglions, ça arrive que ce soit fait parce qu'on a créé un autre diagnostic, on s'aperçoit qu'au cours d'une mononucléose infectieuse, IM ici c'est en anglais Infectious Mononucleosis, on trouve des lymphocytes B ici marqués par cette molécule qui sont activés, et dans la même zone, on trouve la trace du virus. Donc ce sont les lymphocytes B infectés, il y en a ici. Et là, on retrouve un plus fort grossissement, ces cellules B infectées. Là, il y a qu'un autre marqueur des lymphocytes B. Ici, la trace du virus. Hébert, c'est un marqueur, c'est des RNA du virus, qui est présent massivement dans les lymphocytes B. Et ce qui est là, on va commencer à s'intéresser à la réponse immunitaire. On a à la fois du marron. Le marron sont les lymphocytes B, avec un marqueur qui s'appelle PAX5. Et ici, en rouge, on a un marqueur de lymphocytes T activés. Donc ils sont impliqués dans une réponse immune, et vous voyez clairement que le rouge et le marron ne sont pas superposés, donc ce ne sont pas les lymphocytes T qui sont des lymphocytes B, et réciproquement, mais on a ici une couronne de lymphocytes T autour des lymphocytes B, et ce sont ceux qui sont infectés par le virus, et on soupçonne, on va en reparler, que ces lymphocytes T agissent contre cette infection des lymphocytes B. Donc ça, c'est ce qui se passe au cours d'une mononucléose infectieuse, par exemple dans un ganglion cervical au niveau du cou, ou au niveau des amygdales, où il y a une angine. Alors, si on regarde d'une manière générale l'activation du virus, avant d'entrer un peu plus dans l'immunologie, les choses se passent ainsi. Au moment de l'infection, donc ça se passe encore une fois au niveau de l'épithélium oropharyngé, le pharynx, la gorge, n'est-ce pas, les particules virales arrivent, elles vont infecter un certain nombre de lymphocytes B qui sont présents, par exemple, au niveau de l'amygdale, qui est bourré de lymphocytes B. Et on a deux situations, je le rappelle, soit ça va entraîner un cycle lytique, donc le lymphocyte B va mourir, va relarguer plein de petites particules virales, ici un petit point bleu, pas juste 4, des millions, des dizaines de millions de particules virales qui vont infecter d'autres cellules, donc ce qui permet une expansion de l'infection. Mais aussi l'autre possibilité, c'est la latence qui est marquée ici. On va voir qu'il y a plusieurs types de latence, ici c'est la numéro 3, peu importe. Donc on se retrouve avec, peu importe pour l'instant, avec des lymphocytes B qui vont mourir à cause du virus et des lymphocytes B qui ne vont pas mourir et qui vont proliférer, je le rappelle. Et donc ce sont contre ces lymphocytes B infectés par le virus d'Epstein-Barr que des lymphocytes T et aussi des lymphocytes NK vont être mis en jeu. Il
faut ajouter encore une chose, c'est que pour des raisons pas tout à fait claires, le virus va aussi arriver à infecter les cellules épithéliales au niveau du pharynx. Ce n'est pas clair comment, parce qu'il n'y a pas de récepteur pour le virus d'Epstein-Barr à la surface de ces cellules, mais certaines cellules épithéliales vont mourir, c'est ce qui est marqué ici. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la mononucléose infectieuse aiguë. Habituellement, on guérit d'une mononucléose infectieuse, et la conséquence, c'est qu'il va persister quelques lymphocytes B qui sont ici, très peu, tout le reste a disparu, on a nos lymphocytes, on va voir comment on réussit à contrôler l'infection, mais il persiste quelques lymphocytes B dans lesquels est présent le génome du virus, sans exprimer de gène, donc qui dort complètement, et comme il dort complètement, le système immunitaire ne peut rien voir, donc ne s'attaque pas à ces lymphocytes B. Mais pour une raison ou une autre, de temps en temps, sans qu'on sache très bien d'ailleurs comment ça fonctionne, c'est le cycle latent va reprendre, c'est-à-dire que certains gènes du virus vont être mis en action, donc certaines protéines produites, et à nouveau, on se retrouve face au risque de division cellulaire et de prolifération non contrôlée. Et à nouveau, on va mettre en jeu nos lymphocytes, cette fois-ci mémoire, qui vont contrôler ces lymphocytes B qui commencent à proliférer, ou éventuellement la reprise du cycle lytique et une nouvelle infection. Donc on a la situation primaire, qui provoque classiquement une infection même assez forte en termes de signes cliniques, chez l'adolescent typiquement. Et puis, chez un sujet immunocompétent, tout ça se calme, mais de temps en temps, le système peut reprendre sans que cela ait une traduction clinique, mais rapidement, les lymphocytes agissent sur les lymphocytes B, soit en cycle latent, soit en cycle lytique, et contrôlent à nouveau le risque infectieux. Mais ce phénomène peut se répéter 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois au cours de la vie, sans qu'on le sache. Je vous dis ça parce que vous allez voir tout à l'heure que cela a une conséquence en termes de risque de cancer. On va y arriver après. Donc c'est en gros le cycle de la vie du virus d'Epstein-Barr, la façon dont il cohabite avec notre système immunitaire, et particulièrement les lymphocytes T, notamment CD8, dans une certaine mesure CD4, et les lymphocytes NK. Alors la réponse immunitaire proprement dit au cours de l'infection par le virus d'Epstein-Barr. On la connaît assez bien en termes de cinétique. Ici, l'apparition des principaux anticorps, même s'il y en a d'autres. Vous avez une échelle de temps. Vous avez une zone bleue, à peu près 25 jours. C'est la zone pendant laquelle le virus est présent mais ne provoque pas de symptômes. Donc c'est la phase, dans le jargon médical ancien, on parlait d'une phase d'incubation. En fait, l'infection est active, mais il y a encore relativement peu de réponse immune et il n'y a pas de symptômes. Et puis, à partir de 25 jours environ, on peut détecter des anticorps d'isotype IgM dirigés contre la capside virale. VCA, c'est Viral Capsid Antigen. Donc ici, on ne connaît pas la cinétique initiale parce que par définition, pendant la zone bleue, c'est la zone silencieuse, les individus malades, on ne sait pas qu'ils sont malades, donc on ne peut pas les étudier. Mais donc, au bout de 25 jours, il y a un certain titre d'anticorps, puis après, ça se casse la figure, et apparaissent des IgG contre la même protéine, et qui vont persister toute la vie. Et puis, plus tard, vous voyez que ça prend du temps, la réponse immune met beaucoup de temps à s'instaurer. Là, ça revient à une idée dont je vous ai déjà parlé, que l'immunité adaptative est une réponse lente à se mettre en place, elle n'est pas immédiate, il faut des jours, dans ce cas présent, c'est même des dizaines de jours avant qu'elle devienne efficace. Et on voit apparaître des anticorps contre des protéines qu'on appelle EBNA, qui sont présentes dans le noyau des cellules infectées, numéro 1, numéro 2, je n'entre pas dans les détails, mais vous voyez que ça apparaît 30-40 jours plus tard, et même le EBNA 1, elles apparaissent que 3 mois après l'infection, mais elles persistent, notamment les anti-EBNA 1, donc c'est une espèce de marque de la mémoire d'avoir reconnu ce virus. Est-ce que ces anticorps jouent un rôle important comme agent de lutte contre le virus? Ce n'est pas absolument évident. Ensuite, les lymphocytes NK et les lymphocytes T, même échelle de temps. Toujours la zone bleue qui est la zone d'incubation qui est cliniquement silencieuse. Ce qu'on sait, c'est qu'au moment où la maladie se déclenche, on trouve un nombre de lymphocytes NK relativement important dans le sang. Évidemment, on étudie le sang ici, donc il n'est pas forcément le lieu le plus pertinent, mais chez l'homme, évidemment, ce sont les tissus que l'on peut analyser. Donc il y a environ 5 fois plus de lymphocytes NK dans le sang d'un individu au moment d'une mononucléose infectieuse qui en a à l'état basal. Donc il y a une expansion de cellules NK. Donc on peut penser qu'elles jouent un rôle dans l'immunité contre le virus. Et surtout, on va voir apparaître de façon considérable une expansion de lymphocytes T CD8. Je vous rappelle que les lymphocytes T CD8 reconnaissent des antigènes associés aux molécules HLA de classe 1. J'en disais un mot tout à l'heure. Et ce sont les principales cellules cytotoxiques qui tuent les cellules cibles.
Donc, vous voyez la montée ici qui est considérable. Et ce sont ces fameuses cellules mononucléées bleutées que je vous ai montrées tout à l'heure sur un frottis sanguin qui classiquement permettait le diagnostic de cette maladie. En fait, ce sont ces lymphocytes CD8 activés. Et il y en a énormément. Et ils reconnaissent surtout, c'est la courbe en rouge, des épitopes, des antigènes issus du cycle lytique, donc d'un très grand nombre de protéines du virus. Mais il y a aussi apparition secondaire de lymphocytes CD8 qui reconnaissent des antigènes associés au cycle latent, aux protéines qui persistent dans les cellules transformées. Et il vaut mieux qu'il y en ait parce que sinon notre système immunitaire ne pourrait pas contrôler la prolifération des lymphocytes B. Pour les lymphocytes CD4, il y a aussi une expansion, mais elle est beaucoup moins importante. Donc, on ne sait pas pour quelle raison. Il y a essentiellement une expansion massive de lymphocytes T CD8. Donc on est dans un système, on va revoir dans un instant avec sous forme du schéma, mais c'est intéressant, il faut donc que le système immunitaire, je rappelle, contrôle et contre, ça revient au même dans le cas présent, le cycle lytique, éviter la propagation du virus qui infecterait plus de cellules, et limiter la prolifération des cellules infectées par le virus dans le cycle latent. Donc il y a une espèce de course contre la montre entre l'expansion de lymphocytes T et l'expansion des cellules infectées. Et donc ça, c'est le boulot notamment des lymphocytes CD8 cytotoxiques. Alors il y a de multiples cibles antigéniques, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste que vous en ayez l'idée. Ici, vous avez le nom de toute une série de gènes de BZLF1 jusqu'à, ils ont des noms qui sont ce qu'ils sont, BRF3, qui sont des gènes qui codent pour des protéines du virus exprimées dans le cycle lytique. Donc il y a la présence de l'essentiel des protéines et la fabrication de virus. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a une flèche, ça indique que des antigènes, des morceaux de ces protéines sont reconnus soit par des lymphocytes CD8, soit par CD4. Par exemple, vous voyez que la protéine BZLF1 contient beaucoup d'épitopes qui sont reconnus par des lymphocytes CD8 et un peu CD4. D'autres, par contre, on ne sait pas. Et dans le cycle latent, où il y a beaucoup moins de protéines exprimées, il y a les protéines nucléaires, EMNA1, EMNA2, EMNA3A, EMNA3B, 3C, les protéines LMP, qui sont les protéines transformantes, qui font que la cellule s'active et se divise sans arrêt. Vous voyez que pratiquement toutes, avec des nuances, sont susceptibles d'être reconnues par des lymphocytes T, CD4, CD8 en haut, pardon, et CD4. Donc il y a de multiples antigènes reconnus par notre système immunitaire. Alors, il y a encore une chose amusante à noter, donc, qui n'a pas d'explication aujourd'hui, c'est que les réponses immunes sont in fine efficaces, je vous l'ai déjà dit, et si on regarde la cinétique de disparition du génome viral, la quasi-disparition, puisqu'il reste un petit bruit de fond de virus présent dans les cellules, vous voyez que ça prend du temps. Dans le sang, c'est la courbe noire. Pour arriver à la ligne basale, il faut 3 mois. Donc c'est une réponse immune lente, probablement d'ailleurs qui explique cette grande fatigue associée à cette maladie, parce qu'il y a une production massive de cytokines, réponse inflammatoire forte. Mais il y a un événement très curieux et qui n'est pas compris aujourd'hui, c'est que si on regarde ce qui se passe au niveau de la gorge, là où l'infection a débuté, le virus, on en retrouve beaucoup plus longtemps, encore presque 1 an après. Et donc, malgré la présence d'une réponse immune efficace, qu'on peut détecter, encore une fois, entre autres dans le sang, et qui existe certainement localement, par exemple au niveau des amygdales, cette réponse finit par être efficace, mais ça prend des mois et des mois et des mois, et nous ne connaissons pas aujourd'hui l'explication de cette discordance entre la production de virus au niveau du corps entier versus ce qui se passe au niveau des muqueuses, au niveau de la gorge. C'est une question scientifique intéressante. Alors, comment on se débarrasse du virus? En fait, essentiellement, il y a des cellules cytotoxiques. Les cellules cytotoxiques, donc, ce sont des lymphocytes CD8 qui contiennent des petits granules, c'est ces petits bidules-là, avec à l'intérieur des protéines très importantes, comme la perforine et d'autres qu'on appelle les granzymes, qui vont être relargués. Oui, le chemin de ce granule, c'est qu'il migre dans la cellule, ça c'est son noyau, jusqu'à la membrane. Et donc le sac qui contient ces petites billes rouges, schématiquement ici, va fusionner avec la membrane et va libérer son contenu et qui va pénétrer à droite ici, c'est un morceau de cellule infecté par le virus d'Epstein-Barr. Et donc le contenu des granules va entrer dans la cellule infectée et là il y a des protéines qui sont des enzymes qui vont tuer la cellule cible. Évidemment, pour que ceci se passe, ça implique que le lymphocyte cytotoxique reconnaisse un antigène, donc un peptide associé à une molécule HLA, à la surface de la cellule infectée, mais par exemple un lymphocyte B. Alors ici, si ça marche, je vais vous montrer en accéléré. Non, évidemment, c'est raté. On va recommencer. Suspense. Non, ça ne marche pas. C'est dommage parce que j'avais un petit film.
qui vous aurait montré ici, évidemment, au laboratoire, des lymphocytes T. En vert, ce sont justement ces fameux granules qui tuent des cellules cibles, qui seraient devenues toutes rouges parce qu'un colorant fluorescent en présence de calcium serait devenu rouge. Et ce phénomène de cytotoxicité, une fois que le lymphocyte est activé, l'activation du lymphocyte prend un temps fou, mais la cytotoxicité, c'est quelques minutes. Et ces lymphocytes sont capables de tuer de façon répétée des cellules infectées par le virus d'Epstein-Barr, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, par cette reconnaissance ici d'un peptide associé à la molécule HLA. Ça, c'est censé être représenté une molécule HLA. Donc, ce sont des serial killers, des tueurs à répétition. Un même lymphocyte T peut tuer successivement différentes cellules. Et là, ils ont intérêt à tuer tous les lymphocytes B. Je suis désolé, on ne voit pas le petit film qui vous aurait donné une image de comment ce phénomène de cytotoxicité se produit. Alors, la dynamique de cette affaire. Vous avez ici le pool des lymphocytes T d'un individu. Il y a des lymphocytes CD4, CD8, je ne rentre pas dans les détails. Parmi ce pool, il n'y a que 6 cellules représentées, évidemment il y en a beaucoup plus. Une d'entre elles, quelques-unes, sont spécifiques de peptides du virus d'Epstein-Barr. Il y en a très très peu, mais il y en a un petit peu. L'infection survient au niveau de la gorge, donc quelques lymphocytes B, évidemment il y en a plus que 9, quelques-uns d'entre eux vont être infectés par le virus d'Epstein-Barr, cycle lytique, cycle latent. Donc ces lymphocytes vont reconnaître cela. La conséquence, alors d'abord, avant qu'il y ait une réponse immune, la conséquence de l'infection, le cycle latent, transformation, c'est que ces cellules B infectées par le virus EBV vont se diviser massivement. Et il faut limiter cette affaire pour éviter de mourir par une espèce de cancer généralisé qui serait la présence partout de lymphocytes B infectés par le virus d'Epstein-Barr. Donc ce qui se passe, c'est la contre-mesure, c'est que ces lymphocytes spécifiques du virus d'Epstein-Barr eux-mêmes vont se diviser massivement. On sait qu'ils se divisent une fois toutes les 6 heures, une fois qu'ils sont activés. Donc là, il y a un équilibre des forces, entre guillemets, qui va permettre à ces lymphocytes cytotoxiques spécifiques du virus d'Epstein-Barr, de tel ou tel peptide, de telle ou telle protéine, d'aller tuer ces cellules. C'est ce qui se passe. Le résultat final, on revient presque à la situation initiale, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même, pas 1 sur 6, mais environ 1 sur 30 000 lymphocytes B dans lequel le génome persiste, mais silencieux. On le voit, il échappe au système immunitaire puisqu'il n'y a pas de protéines présentes. Et du côté des lymphocytes T, toutes ces cellules activées vont mourir, sauf un tout petit nombre, et qui vont constituer le pool de lymphocytes T mémoire, qui permettront, si besoin, s'il y a un réveil, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'infection, avec remise en route d'une transcription de certains gènes associés à certaines formes de latence, éliminer ce réveil de l'infection. Donc juste pour vous donner une idée quantitative, très schématique, en ordre de grandeur, dans le sang d'un individu qui n'a jamais rencontré le virus d'Epstein-Barr, à peu près un lymphocyte T sur 10 000, c'est un ordre de grandeur, est susceptible de reconnaître des peptides issus du virus d'Epstein-Barr. Au moment de la mononucléose infectieuse, quand il y a le syndrome mononucléosique, vous avez vu les cellules sur un frottis sanguin tout à l'heure, une cellule sur 4 est anti-EBV. Donc vous imaginez que pour passer vous pouvez faire le calcul d'ailleurs, pour passer de 1 sur 10 000 à 1 sur 4, c'est une augmentation considérable de fréquence. Ça représente plus que 12 cycles de division cellulaire que ces lymphocytes arrivent à faire en quelques jours. Donc c'est une implication massive de nos défenses immunitaires qui demande beaucoup d'énergie pour faire se diviser ces cellules, mais c'est le prix à payer pour se débarrasser de l'infection par le virus d'Epstein-Barr. Okay. Et alors, j'ai évoqué tout à l'heure que les symptômes étaient forts à l'adolescence ou à l'âge adulte, si jamais on a une primo-infection, mais par contre, très peu présents, voire absents chez les bébés et jusqu'à l'âge de 4 ans. Paradoxalement, comme s'ils étaient moins malades que les élèves. Alors, on sait que les symptômes, c'est en fait l'immunopathologie. C'est-à-dire que c'est la réponse immune, certes, qui nous protège, mais c'est la réponse immune à travers la production de cytokines qui nous rend malades, qui fait qu'on a de la fièvre, qu'on est fatigué, etc., etc. Alors, pourquoi cette réponse immune ne survient pas aussi fortement chez les nouveau-nés? Peut-être, les nourrissons, ce n'est pas une certitude, mais qu'il y a un engagement plus important des lymphocytes NK, et on sait que la réponse NK anti-EBV est plus forte chez les plus jeunes et diminue avec l'âge, et qu'à contrario, l'expansion des lymphocytes T augmente avec le temps. Comme si c'est possible que la mise en jeu des lymphocytes NK limite la nécessité d'expansion des lymphocytes T, et que l'immunopathologie soit surtout liée à l'activation des lymphocytes T. C'est possible. Il y a peut-être aussi des facteurs génétiques. Alors, le phénomène de latence, il est intéressant à évoquer, vous allez voir ensuite, en raison de toutes les pathologies connues pour être associées avec le virus d'Epstein-Barr. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Situation primaire, infection primaire,
infection, cycle lytique et cycle latent, prolifération cellulaire et mise en jeu des lymphocytes T, surtout CD8 cytotoxiques, qui viennent à bout de la quasi-totalité de ces lymphocytes. Ils persistent de façon totalement latente, latence zéro, c'est-à-dire qu'il y a zéro protéine exprimée du virus, mais une fois de temps en temps, là, il y a une transcription qui reprend, et donc expression de protéines d'origine virale, risque de prolifération de lymphocytes B, mais remise en jeu à nouveau rapide des réponses immunes qui sont efficaces. Okay. Le phénomène de latence repose sur un nombre limité de protéines virales, qui sont toutes écrites ici, LMP1, LMP2, des ARN qui ne sont pas codants pour des protéines, et des protéines qui sont présentes dans le noyau. Vous voyez, il y en a 6. Donc ça fait 1, 2, 8 protéines, très peu, et plus des micro-ARN. Et l'ensemble, ont des fonctions diverses que je ne vais pas vous détailler, ont pour conséquence d'induire cette division massive de lymphocytes B, et de façon permanente. Le système ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas contré. C'est ce qu'on appelle la latence de type 3. Donc c'est impressionnant de voir qu'un nombre limité de protéines, plus quelques ARN issus du virus, sont capables de modifier radicalement la biologie des lymphocytes B en les faisant s'activer, se diviser, s'immortaliser. Ça, c'est la latence. Alors, la réponse immunitaire, elle est malheureusement mise à défaut chez un certain nombre d'individus qui développent soit des proliférations massives de lymphocytes B, parce que la réponse immune est inefficace, on va voir ça dans un instant, ce qu'on appelle les syndromes lymphoprolifératifs B, soit, curieusement, paradoxalement, on va voir dans quelles circonstances, des syndromes lymphoprolifératifs de lymphocytes T, donc pas ceux qui sont infectés par le virus d'Epstein-Barr. Troisième situation, ce sont des cancers des lymphocytes B, les lymphomes B dits hodgkiniens, maladie de Hodgkin, vous avez peut-être entendu le nom, ou non-hodgkiniens, on va voir que c'est assez fréquent. Il y a aussi associé au virus d'Epstein-Barr des cancers nasopharyngés, donc du lieu d'entrée du virus. Il y a encore, c'est plus rare, notamment dans les populations asiatiques, des lymphomes de lymphocytes T ou de lymphocytes NK. Et enfin, une fraction des cancers de l'estomac. Donc tout ça, ce sont des maladies qui sont présentes chez l'homme et qui sont associées au virus d'Epstein-Barr en dehors de la mononucléose infectieuse. Donc ce qui donne l'importance de l'étude de ce virus, c'est qu'il y a une pathologie assez lourde. Donc si on revient à ce que je vous ai déjà montré, donc ça c'est une réponse normale anti-EBV, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, des lymphocytes T qui s'activent après reconnaissance de peptides du virus, s'expandent, tuent les lymphocytes B infectés, et on revient à une situation presque normale. Il y a des situations très rares qui sont déterminées génétiquement où cette réponse T ne se fait pas. Alors on peut dire que c'est anecdotique, c'est très rare, sauf que l'étude de ces maladies nous permet d'identifier des molécules très importantes dans la fonction des lymphocytes T et qui sont impliquées dans le contrôle de l'infection par le virus d'Epstein-Barr. Donc chez ces patients, en tout petit nombre, lorsque l'infection survient, il n'y a pas l'expansion. Donc évidemment, la conséquence, c'est qu'il y a une prolifération de lymphocytes B qui, en l'absence d'intervention médicale, vont tuer le patient, éventuellement assez vite. Et quelles sont les maladies où ceci survient? Ce sont essentiellement des maladies héréditaires où il manque une protéine. Vous avez les noms en bas, j'en vais en parler un peu plus d'une d'entre elles, CTP5, CD27, CD70, ITK, ça ne vous dit probablement rien, mais ce sont des molécules qui sont présentes dans les lymphocytes T et qui sont nécessaires, directement ou indirectement, pour que les lymphocytes T se divisent, donc pour cette étape-là. Donc s'il manque telle ou telle de ces protéines, l'étape d'expansion des lymphocytes T est bloquée. Et la conséquence est celle-là. Il y a aussi une autre circonstance qui n'est pas héréditaire, mais acquise sous l'effet de l'immunosuppression. Donc si on donne les médicaments qui empêchent la prolifération des lymphocytes T, le risque de survenue de cet événement est possible. C'est ce qu'on observe en particulier chez des sujets qui ont reçu une greffe d'organes, de reins, de foie, de cœur, etc., ou une greffe de moelle osseuse, qui sont fortement immunosupprimés pour éviter le rejet de greffe d'organes, par exemple, et qui de temps en temps développent cette complication. Donc qui peut être mortelle. Ça peut être assez grave. Incidemment, on peut reproduire ce phénomène de prolifération, de transformation des lymphocytes B expérimentalement chez l'animal. Ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'autres espèces que l'homme qui soient infectées par le virus d'Epstein-Barr. Naturellement, nous sommes le seul hôte, le seul réservoir, en gros, du virus d'Epstein-Barr. Mais on peut construire artificiellement des souris qui deviennent sensibles à l'effet du virus d'Epstein-Barr en utilisant deux des gènes transformants, LMP1 et LMP2A, donc par transgenèse, c'est-à-dire qu'on va introduire dans des lymphocytes B de souris, donc c'est totalement artificiel naturellement, les gènes qui codent pour LMP1 et LMP2A. Et si on fait ça, je passe le détail de ce que signifient toutes les courbes ici, mais la courbe en rouge, c'est celle où on a introduit
dans les lymphocytes B, LMP1 et LMP2A, et on regarde la survie des souris, plouf, elles décèdent extrêmement rapidement, contrairement à toute autre situation. Et dans la rate, dans le foie, dans les poumons, vous voyez moins bien, c'est bourré de lymphocytes B qui sont en train de se transformer. Donc on peut artificiellement reproduire ce phénomène de prolifération des lymphocytes B, ici dans des souris qui sont immunodéficientes, qui n'ont pas de lymphocytes T, donc qui ne peuvent pas contrôler cette prolifération. Et juste pour vous montrer que si on prend une souris normale qui a des lymphocytes T, mais on s'amuse, entre guillemets, à lui enlever, on lui déplète, on lui enlève ses lymphocytes T en injectant un anticorps contre les lymphocytes T. Donc si on fait ça, on a la courbe rouge ici de ces lymphocytes B qui expriment LMP1 et LMP2A, les souris vont mourir. Alors que s'il n'y a que la molécule LMP1 ou que la molécule LMP2A, les B ne sont pas transformés, les souris ne meurent pas. Donc ici, il y a deux informations. Ces deux protéines à elles seules suffisent à provoquer la transformation des lymphocytes B. Et effectivement, ce que je vous indiquais déjà chez l'homme, les lymphocytes T sont cruciaux pour éviter la prolifération qui est présente ici en masse dans la rate. C'est bourré de lymphocytes B. On a ici un très 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 grand nombre de lymphocytes B dans la rate de ces souris. Chez l'homme, voici un exemple d'une situation génétique rare où, au niveau d'un ganglion lymphatique, il y a des cellules activées. C'est bourré de lymphocytes B qui sont, la plupart contiennent le génome de l'EBV qui est marqué ici, et il y a très peu de lymphocytes T. On devrait avoir, donc, comme on l'a vu dans une des premières diapositives, à partir du moment où il y a plein de lymphocytes B infectés, une grande réaction de lymphocytes T qui vont venir tuer les cellules. Mais là, le ganglion ici provient d'un malade dont les lymphocytes T ne sont pas capables de se diviser, donc la réponse immune est très très faible et ces cellules vont proliférer. Donc un des exemples très intéressants, parmi d'autres, de maladies génétiques qui provoquent cela, c'est le déficit d'une molécule qui s'appelle CD27. Vous avez ici un lymphocyte T. Ici, un lymphocyte B infecté par le virus d'Epstein-Barr. Donc le lymphocyte T va reconnaître un peptide, c'est le petit cercle brun ici, présenté par une molécule HLA à la surface du lymphocyte B. Ça va entraîner un signal d'activation. Mais ce signal d'activation n'est pas suffisant. Il faut que d'autres molécules soient mises en jeu, d'autres systèmes de reconnaissance, pour que le lymphocyte T s'active complètement, se divise, se transforme en cellules cytotoxiques. Et parmi ces signaux, il y en a un qui est lié à une molécule qui est présente à la surface du lymphocyte T, qui s'appelle CD27. Et cette molécule CD27, elle reconnaît une molécule qui est présente à la surface du lymphocyte B, pas au repos, mais uniquement lorsqu'il a été infecté par le virus d'Epstein-Barr. Donc une conséquence de l'infection, c'est d'induire l'expression, par la transcription du gène, d'une molécule qui s'appelle CD70. Donc l'interaction 27-70, CD27-CD70, apporte un signal complémentaire à travers certains signaux biochimiques qui sont connus. Et pour que les lymphocytes T prolifèrent correctement pour tuer ensuite les lymphocytes B, il faut le double signal. Et donc il y a des situations génétiques rares où CD27 est absent, ou CD70 d'ailleurs est absent. Et dans ce cas-là, les malades meurent de lymphoprolifération B induite par le virus d'Epstein-Barr. Donc, ce qui montre l'importance de cette molécule. Deuxième situation, c'est les lymphoproliférations T, curieusement observées dans un contexte d'infection par le virus d'Epstein-Barr. Qu'est-ce qui se passe là? On part de la même situation, comme chez un individu normal, à gauche, mais là, il y a bien l'expansion des lymphocytes T, il n'y a pas de défaut de prolifération, mais ces cellules sont incapables de tuer les lymphocytes B. Donc, ils prolifèrent en masse. Néanmoins, ils ont quand même d'autres fonctions. Ils produisent des cytokines. Ça limite un peu l'infection, mais pas complètement. Elle persiste, contrairement à ce qui se passe chez un individu normal. Et la persistance de cellules B infectées par le virus d'Epstein-Barr va en permanence continuer d'activer ces lymphocytes T qui devraient être cytotoxiques, mais qui ne sont pas capables de l'être, parce qu'ils ont une anomalie génétique qui bloque la cytotoxicité. De ce fait, par l'activation de cytokines comme l'interféron gamma, ils vont activer les macrophages et l'infection permanente par le virus d'Epstein-Barr induit une activation permanente de lymphocytes T et de macrophages qui vont faire des dégâts dans le foie, le cerveau et provoquer une maladie très très grave. Donc indirectement, le virus d'Epstein-Barr, en persistant, induit une très forte immunopathologie des lymphocytes T dans une circonstance où la cytotoxicité ne fonctionne pas. Ce qui démontre aussi indirectement, évidemment, l'importance de la cytotoxicité pour contrôler l'infection par le virus d'Epstein-Barr. Il y a toute une série de maladies héréditaires dont on ne va pas parler ici, sauf une, pour une raison que je vais vous indiquer dans un instant, qui peuvent provoquer cela. Ça s'appelle, dans un jargon épouvantable, le syndrome hémophagocytaire. Peu importe les détails, mais la physiopathologie est celle-là.
On va passer ça. Et alors, à nouveau, le même petit schéma simple que j'ai déjà montré tout à l'heure. Lymphocyte T, cytotoxique. Lymphocyte B infecté par le virus d'Epstein-Barr. Reconnaissance spécifique d'antigène, c'est toujours la même histoire, par le récepteur T qui reconnaît un peptide présenté par une molécule HLA. Mais là, il y a encore une autre voie moléculaire qui est mise en jeu. Je vous ai parlé tout à l'heure de CD27, CD70. Ici, il y a une autre molécule dont l'expression est induite à la surface des lymphocytes B lorsqu'il est infecté par le virus d'Epstein-Barr, qui est la molécule CD48, qui appartient à une certaine famille qu'on appelle les molécules SLAM. Et CD48 va être reconnue par une molécule présente à la surface des lymphocytes T, qui s'appelle 2B4, pardon pour les noms, qui ne sont pas particulièrement évocateurs, mais c'est ainsi. Et cette molécule 2B4, elle est elle-même associée, sous la membrane, à une petite protéine qu'on appelle SAP, qui sert de relais pour activer le lymphocyte T. Donc, physiologiquement, lorsqu'il y a une infection par le virus d'Epstein-Barr, en dehors de la reconnaissance par l'antigène, il va y avoir, cette interaction va se mettre en jeu entre CD48 et 2B4, et ceci va transmettre encore un signal d'activation lymphocyte T, encore un autre. Donc les systèmes de réponse immune impliquent différents signaux. Donc on a donc la chronologie des événements, expression de CD48 induite à la surface des lymphocytes B infectés par le virus d'Epstein-Barr, interaction CD48-2B4, en plus de l'interaction spécifique d'antigène, signalisation dans le lymphocyte T, et on va voir dans la diapo suivante que ceci favorise le fait que le contact entre le lymphocyte T et le lymphocyte B, ce qu'on appelle la formation de conjugués. Les cellules restent collées l'une à l'autre, et en favorisant le fait de coller les T au B, ça favorise cet événement final d'induction de la mort cellulaire, de cytotoxicité, où les T tuent les B. Comment on sait ça? Par plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est qu'il y a une maladie génétique où la molécule SAP est absente. Donc lorsque la molécule SAP est absente, on a ça. C'est-à-dire que les lymphocytes T ne sont pas capables de tuer, ils persistent, ils s'accumulent et ils provoquent une maladie très sévère, induite indirectement par la persistance du virus d'Epstein-Barr. Donc c'est ainsi qu'on a cette démonstration, plus des données expérimentales comme celle-là. Ici, c'est fait chez la souris, donc indépendamment du virus d'Epstein-Barr, mais le principe est le même, où on mesure le lien entre des lymphocytes T et des lymphocytes B, et vous voyez, ou d'autres cellules comme les cellules dendritiques, et vous voyez que normalement, en fonction d'une activation par un antigène, ici l'ovalbumine, plus on met d'antigène, plus il y a de lien entre lymphocytes T et B. Lorsque la protéine SAP est présente, en rouge, si la protéine SAP est absente, les souris donc génétiquement déficientes en SAP, il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de formation de conjugués. Et la conséquence de ça, entre T et B, pas entre T et cellules dendritiques, qui n'ont pas besoin de SAP, donc c'est vraiment lié à l'interaction TB. La conséquence du défaut de conjugaison, on va passer ça, c'est un défaut de cytotoxicité. Donc l'étude des anomalies génétiques, elle nous a appris deux choses ici dans l'immunité contre le virus d'Epstein-Barr. La première, c'est que l'interaction CD27-70, celle qui est en haut ici, entre le lymphocyte T et le lymphocyte B infecté par le virus d'Epstein-Barr, va favoriser la prolifération, l'expansion massive de ces lymphocytes T. La seconde, c'est que cette autre interaction-là, CD48, 2B4, SAP, qui favorise la conjugaison, permet la cytotoxicité. Donc il faut tout ça, donc des plusieurs voies moléculaires qui sont indépendantes, en gros, en plus de la reconnaissance spécifique d'antigènes, pour permettre d'avoir une immunité efficace contre le virus d'Epstein-Barr. C'est ce que les maladies génétiques nous ont appris. Donc ça, c'est le rappel de ce que je vous ai déjà dit. On va passer ça pour terminer sur EBV et cancer, qui est en partie lié à ce que je viens de vous raconter. Il y a environ 200 000 cas par an dans le monde de maladies cancéreuses, donc 200 000 personnes dans le monde qui, chaque année, développent un cancer lié au virus d'Epstein-Barr. C'est assez considérable. Il y a d'une part les lymphomes B, qui sont de loin les plus fréquents, la maladie de Hodgkin et aussi une autre forme de lymphome B, donc de cancer des lymphocytes B, qui sont ce qu'on appelle les cancers diffus à grandes cellules. Vous voyez que pour la maladie de Hodgkin, 30% des cas de maladie de Hodgkin, ce n'est pas tous les cancers des lymphocytes B qui sont liés au virus, mais 30%, donc presque un tiers des cancers des lymphomes, des cancers des B qui provoquent une certaine forme de cancer qu'on appelle la maladie de Hodgkin, sont associés à la présence du virus d'Epstein-Barr. Et 50%, au moins chez les personnes âgées, des formes de lymphome B diffus à grandes cellules. Et dans ces cellules, on trouve des cycles latents, dont j'ai déjà parlé, mais pas forcément aussi complets que la latence dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, par exemple, dans la maladie de Hodgkin, il y a seulement 3 protéines du virus qui sont présentes, EBNA1, LMP1 et LMP2. Mais ça suffit pour donner un avantage sélectif à ces lymphocytes B. Dans le cas de ces lymphomes-là, c'est EBNA1, plus ou moins LMP1 et LMP2. Une autre forme de cancer qui est connue depuis les années 60 associée au virus d'Epstein-Barr,
c'est le lymphome de Burkitt qui touche surtout des enfants, avec une prolifération cellulaire massive, 100% des cas associés au virus d'Epstein-Barr. Donc le virus d'Epstein-Barr est toujours l'élément inducteur initial. Il y a encore certaines formes de lymphome T, des cancers nasopharyngés, 100% des cas associés au virus d'Epstein-Barr, et 5 à 15% des cancers de l'estomac, qui sont moins fréquents aujourd'hui, sont associés à la présence de ces deux protéines virales, EBNA1 et LMP2, dans les cellules cancéreuses. Donc il y a un lien EBV-cancer très fort et qu'il faut essayer de comprendre. Alors il y a plusieurs éléments, et on va terminer avec cela. La première, c'est que la réponse immune, il faut une réponse immune pour éviter ce cancer. Alors, évidemment, le cancer en soi, il est lié à la survenue d'autres anomalies génétiques qui transforment les cellules encore plus en cellules qui peuvent échapper au système immunitaire. Mais au départ, ces cellules infectées expriment relativement peu de protéines virales, donc une situation où la réponse immune n'est pas extrêmement puissante, et donc un risque d'échappement. On va passer ça. Et on peut considérer, dans une certaine mesure, que les cancers associés au virus d'Epstein-Barr sont liés peut-être à un défaut d'immunosurveillance, donc une capacité de notre système immunitaire de contrôler les lymphocytes B infectés par le virus d'Epstein-Barr, je vous rappelle, qui persiste toute notre vie. Donc on est infecté par, mettons le virus à l'âge de 15 ans, et à 65 ans, 50 ans plus tard, on va faire un lymphome lié au même EBV. Okay, et qu'à un moment donné, le système immunitaire lâche. Alors qu'est-ce qui permet de parler de ça? Par exemple, parce que ces cancers associés à l'EBV, les lymphomes, ils sont plus fréquents chez les sujets justement qui ont des anomalies génétiques qui freinent les défenses immunitaires, qui freinent l'action des lymphocytes T. Et aussi, par exemple, ils sont plus fréquents chez les sujets atteints de sida, donc un déficit immunitaire acquis, ou les sujets qui ont une transplantation d'organes, un nouveau déficit immunitaire acquis. Donc, qui montre que la réponse immune est un élément utile pour limiter le risque de survenue de ces lymphomes. Donc, d'autre part, on sait que l'immunité contre telle ou telle des protéines virales est relativement faible pour probablement des facteurs environnementaux des cancers, mais ce n'est pas très très clair. Par exemple, la maladie de Hodgkin et la réponse CD8 anti-LMP2, qui devrait être présente, puisque dans la maladie de Hodgkin, il y a LMP2 dans les lymphocytes B infectés, elle est faible, plus faible qu'elle ne le serait chez un individu qui a été infecté par le virus d'Epstein-Barr, mais qui n'a pas de maladie de Hodgkin. Autre exemple, c'est anti-EBNA1 dans le Burkitt. On a déjà indiqué qu'il y avait très très peu de protéines présentes, moins que dans la latence classique. Et puis, il y a des circonstances où même la présentation d'antigènes, donc par exemple l'expression des molécules HLA, est diminuée. Donc, qui fait que les lymphocytes ont du mal à reconnaître ces protéines. Et ça rajoute probablement des facteurs de susceptibilité génétique, certains allèles HLA, par exemple, qui peuvent faire qu'il y a peut-être des trous dans le répertoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lymphocyte présent chez l'individu spécifique du bon peptide de la bonne protéine. Donc, le scénario qu'on peut imaginer est le suivant. Initialement, c'est toujours la même histoire. C'est le cycle latent transformation des lymphocytes B, donc qui survient à la primo-infection et qui peut se réveiller à tout moment de la vie et qui se réveille certainement chez nous tous sans qu'on le sache de temps en temps, mais qui est contrôlé par la réponse immune. Mais si pour une raison ou une autre, il y a moins d'expression de protéines virales, donc on a une situation de latence partielle, type 1, type 2, dans ce que j'ai montré, ceci rend la réponse immune moins efficace, et que si dans ces circonstances d'autres mutations surviennent dans le génome du lymphocyte B, qui rend cette cellule plus agressive, cette fois-ci indépendamment du virus d'Epstein-Barr, cette cellule a un avantage sélectif qui fait que la réponse immune, à nouveau, a du mal à s'exercer. La balance entre le nombre de cellules de chaque côté mises en jeu est en avantage pour la cellule tumorale. Et on peut même avoir, on a en raison de plus, qui peut favoriser la survenue du lymphome, c'est l'expression de certaines protéines virales comme LMP1 et LMP2 peut induire l'expression d'autres protéines qui sont des molécules immunosuppressives, comme LAC3, l'interleukine 10 ou PD1 ligand. Donc ce sont des molécules qui freinent la réponse immunitaire. Donc déjà, elle n'est pas très brillante, pour les raisons évoquées, mais elle peut être encore en plus diminuée parce qu'elle est inhibée par des protéines présentes à la surface de lymphocyte B. Et par ailleurs, l'infection chronique peut entraîner ce qu'on appelle une exhaustion de la réponse immune et qui devient inefficace. Et donc, in fine, tous ces événements qui peuvent prendre des années, peut-être des dizaines d'années, peuvent conduire à l'échappement et donc à la survenue du lymphome. Donc, je répète que ce sont des événements qui ne sont pas rares, enfin pas 200 000 cas de lymphome, mais 100 150 000 cas de lymphome chaque année dans le monde liés à l'EBV. Ce qui, et on va terminer à peu près avec cela, incite à envisager la vaccination, puisque peut-être ce serait un moyen, certes, prévenir la mononucléose infectieuse, c'est bien, mais on s'en fiche un peu, honnêtement. Par contre, prévenir les lymphomes,
ou prévenir éventuellement des infections graves chez des sujets immunodéprimés, ça serait utile. C'est une problématique qui est partagée avec d'autres virus qui provoquent des cancers, comme les virus d'hépatite dont on parlera la prochaine fois, ou les papillomavirus qui donnent des cancers du col de l'utérus, pour lesquels il y a un très bon vaccin ici, très bon vaccin contre le virus d'hépatite B, mais pas contre le virus d'hépatite C. Qu'est-ce qu'il en est pour le virus d'Epstein-Barr? Malheureusement, il n'y a pas de vaccin vraiment efficace à ce jour. Ont été développés des vaccins à partir de la protéine d'enveloppe, sous forme tétramérisée, dans des pseudo-particules. Il y a toute une série de sujets qui ont été testés, vaccinés. Apparemment, cela permet de réduire la fréquence de la mononucléose infectieuse, donc de la maladie, des symptômes. Donc, en fait, il y a une réponse immune moins forte, mais pas de la persistance du virus. Donc, ça, c'est embêtant parce que c'est la persistance du virus, on l'a vu, qui déclenche secondairement les lymphomes ou d'autres formes de cancer. Donc il y a d'autres efforts de recherche actuels cherchant à utiliser des gènes qui codent pour d'autres protéines du virus ou en combinant l'expression de plusieurs protéines virales, à nouveau l'enveloppe, GP350, mais aussi des protéines nucléaires. Bon, mais ce sont des travaux en cours. Il n'y a pas aujourd'hui de vaccin efficace contre le virus d'Epstein-Barr, contrairement à HPV ou au virus de l'hépatite B. Donc on va s'arrêter là, on va passer ça. Juste oui, pour dire aussi, quand même, un petit mot au passage. Curieusement, il y a une association épidémiologique entre le virus d'Epstein-Barr et la sclérose en plaques, ce qui peut paraître surprenant. Ça a été l'objet de grandes controverses, mais aujourd'hui, les données sont solides. Ce n'est pas facile à montrer puisque l'essentiel de la population a été infecté à un moment donné par le virus d'Epstein-Barr. Mais on sait que, contrairement à la population contrôle où 90% des adultes sont infectés, 100% des sujets, on dirait que 100 contre 90, ce n'est pas significatif, mais on va voir que ça l'est quand même. 100% des sujets infectés, 100% des patients atteints de sclérose en plaques, donc maladie auto-immune du système nerveux, sont EBV positifs. Et on peut calculer un facteur de risque. Le fait d'avoir eu une mononucléose infectieuse augmente le risque de sclérose en plaques d'un facteur 2. Ce n'est pas énorme, mais il y a un lien entre sclérose en plaques et EBV, c'est sûr. La question, c'est comment. Ça n'explique pas toute la sclérose en plaques, naturellement. Mais il y a un lien entre les deux. Donc le fait d'avoir été infecté favorise la survenue d'une sclérose en plaques. Plusieurs mécanismes possibles. Un mimétisme moléculaire, ça veut dire que les lymphocytes se trompent. En reconnaissant un antigène de l'EBV, EMNA1, en fait, ils reconnaissent une séquence qui est partagée avec la myéline, qui est une protéine donc, du système nerveux autour des nerfs, qui est attaquée par les lymphocytes dans la sclérose en plaques. Cette hypothèse n'est probablement pas juste parce que le mimétisme, il existe, mais il est très très limité, et donc il ne peut pas rendre compte du fait que des lymphocytes T, en reconnaissant l'un, vont reconnaître l'autre. Une autre possibilité qui est plus possible, probable, un effet dit bystander, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelques lymphocytes B infectés par le virus d'Epstein-Barr qui se promènent dans le système nerveux, c'est possible, vu la masse de cellules infectées, et bien que ça entraîne localement une réponse anti-EBV et que cette réponse anti-EBV dans le système nerveux favorise une réponse auto-immune par production locale, par réponse inflammatoire, production de cytokines. Autre possibilité, c'est l'inverse, c'est qu'il y a des lymphocytes autoréactifs, donc associés à la maladie auto-immune B, mais qu'ils sont infectés par le virus d'Epstein-Barr, donc ça permet leur expansion, voire leur immortalisation, donc ça favorise la production d'auto-anticorps. Ou encore, il est possible, il y a un exemple où le virus d'Epstein-Barr favorise l'expression d'une protéine, l'alpha-B cristalline, dans le système nerveux, qui est une des cibles, de la réponse T, cette fois-ci T et pas B, dans la sclérose en plaques. Enfin bref, il y a des hypothèses. La première est probablement fausse, mais les trois suivantes sont peut-être une partie de l'explication, même si on n'a pas encore tous les éléments qui expliquent ce lien. On va s'arrêter là, juste finalement pour dire que l'intérêt évidemment, il y a un intérêt médical qui est une évidence, et l'intérêt de l'étude du virus d'Epstein-Barr et de sa réponse immune, c'est qu'on a une situation, encore une fois, je termine là-dessus, très particulière, où le défi que présente l'infection par ce virus au système immunitaire est redoutable. Il faut à la fois empêcher la production des particules virales, donc le cycle dit lytique, et bloquer la prolifération massive des lymphocytes B infectés par le virus d'Epstein-Barr. Donc c'est un double défi qui est plus fort, c'est une agression beaucoup plus importante que la plupart des autres infections virales, même celles qui sont redoutables comme celles dont on parlera la prochaine fois avec les virus de l'hépatite. C'est tellement fort cette transformation que sachez qu'au laboratoire, enfin ceux qui font de la recherche ici le savent, une des façons classiques de conserver des cellules humaines immortalisées, c'est les infecter au laboratoire avec le virus d'Epstein-Barr, de prendre des lymphocytes B du sang d'un individu, les infecter avec le virus d'Epstein-Barr, et on obtient, comme on dit, une lignée cellulaire immortelle.
immortel. Et c'est très pratique pour garder les cellules d'un individu. On fait ça au laboratoire tous les jours. Évidemment, au laboratoire, il n'y a pas de réponse immune en face, donc ces lymphocytes B se propagent tant qu'on les laisse bien, on veut bien les laisser se propager. Donc in vivo, il faut imaginer que s'il n'y avait pas la réponse immunitaire, c'est ce qui se passe et ce qui tue en l'absence de réponse immunitaire. Donc évidemment, en termes de médecine, une forte implication, puisque le virus d'Epstein-Barr, comme le virus de l'hépatite B, on en parlera, comme le virus de l'hépatite C, on en reparlera, comme les virus des papillomavirus, on en parlera en tous les cas pas cette année, peut-être l'année prochaine, sont des virus oncogènes, donc qui favorisent la survenue de cancer, on l'a vu, en sachant que cela est lié à leur pouvoir transformant, mais qu'ensuite, il faut naturellement des événements secondaires. Le virus d'Epstein-Barr est nécessaire, mais n'est pas suffisant, heureusement, pour que ce cancer survienne. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.